So, guten Morgen, bonjour à toutes et à tous. Et oui, bienvenue à cet événement spécial du Parlement européen des lycéens. Nous sommes quelques participants de moins aujourd'hui que lors de la séance d'ouverture, ce qui a tout simplement pour raison que bien sûr plusieurs lycées ont déjà repris les cours en présentiel maintenant, mais c'est pour ça qu'on enregistre aussi l'événement aujourd'hui et que tous les autres participants pourront ensuite visionner cet enregistrement cet après-midi en cours de soirée. Donc pour commencer, merci beaucoup à Monsieur Guillaume Ray et Monsieur Thilo Maura qui vont aujourd'hui faire la présentation sur le cadre financier pluriannuel de l'Union européenne. Pour information, nous allons utiliser Slido durant l'événement, comme aussi lors de l'événement d'ouverture. Et oui, dans ce cas, j'aimerais bien sans trop tarder donner la parole à Monsieur Guillaume Ray et Monsieur Thilo Maura. Merci beaucoup Gaëtan. Bonjour à tous. Je suis ici avec mon collègue Thilo. On est heureux de participer à ce Parlement européen des lycéens qui a l'air d'être une excellente initiative. On espère que tout se passe bien depuis le début du programme. Dommage effectivement de ne pas pouvoir avoir tous les participants connectés aujourd'hui, mais j'espère qu'effectivement la rediffusion, la disponibilité de la vidéo permettra à tout le monde de profiter de l'échange. Et j'espère que ceux qui sont connectés pourront interagir avec nous via Slido. On vous a préparé quelques questions qui nous permettront de sentir un petit peu l'atmosphère au sein de l'audience virtuelle et puis qui nous permettront d'ajuster un petit peu peut-être notre intervention. L'idée, c'est de ne pas vous présenter une intervention magistrale. Sans doute que vous en avez assez dans vos lycées respectifs. On va vous parler assez librement avec Thilo du budget européen, du cadre financier pluriannuel, de notre travail à nous, puisque c'est notre travail en tant que fonctionnaire du Parlement européen. Donc on va vous en dire un petit peu plus au fur et à mesure. Mais je laisse la parole à Thilo. Ja, schönen guten Morgen. Uns wurde gesagt, dass die Veranstaltung auf Deutsch und auf Französisch stattfindet. Die Schüler sind aus beiden Ländern. Die Fragen selbst, die wir über Slido stellen, sind auf Englisch. Aber wir können das in allen Arbeitssprachen heute ein bisschen mischen. Wir sind heute, Dankeschön, wir sind eigentlich mittendrin noch in den Verhandlungen. Es geht bei uns immer um den Jahreshaushalt, um mehrjährige Haushalte, um Einnahmen, um Ausgaben des EU-Haushalts und damit auch immer um die große Politik. Sie haben bestimmt schon in den Vorbereitungen in Ihrer Schule, im Unterricht eine Menge gelernt zur EU. Und jetzt ist eine schöne Gelegenheit, Fragen zu stellen, um alles die großen politischen Fragen, aber gerne auch die technischen, spezifischen Fragen. Das ist unser Metier, brauchen sich nicht zurückzuhalten. Wir hoffen, ein bisschen Interaktivität herstellen zu können. Das ist nicht so einfach auf Webex und Zoom, aber wir haben ja ein bisschen üben können in den letzten Monaten. Vielleicht noch kurz Herr Glaub oder... Je voulais peut-être, prendre encore 1 ou 2 minutes pour nous présenter mutuellement. Je vais présenter Thilo. Thilo, nous travaillons ensemble au secrétariat de la commission des budgets du Parlement européen. Voilà, donc c'est la commission parlementaire en charge du budget européen et de tout ce qui tourne autour. Et les députés européens qui sont élus tous les 5 ans au suffrage universel direct, ils se spécialisent dans des différents domaines et ils siègent ensuite dans des commissions parlementaires spécialisées. Donc nous, on travaille tous les deux dans le secrétariat, c'est-à-dire les fonctionnaires qui font tourner cette commission parlementaire au jour le jour et pendant 5 ans dans chaque législature. Ce qui est intéressant dans le profil de Thilo, c'est qu'il nous a rejoints il y a 2 ans maintenant.
depuis la Commission européenne. Donc en français, la Commission avec un grand C. Donc l'exécutif, le gouvernement européen, où il a travaillé de nombreuses années, une quinzaine d'années, je pense, une dizaine, il me corrigera. Donc il a vu le budget européen, c'est un grand spécialiste du budget européen, en particulier ce qu'on appelle les ressources propres, on vous en parlera un petit peu plus tard. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, il l'a vu pendant de nombreuses années dans un angle différent de celui qu'on traite ici au Parlement européen. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'auparavant, il a travaillé comme fonctionnaire allemand au ministère des Finances. Je ne me trompe pas. Donc voilà, donc vraiment, c'est quelqu'un qui a eu l'approche parmi les 3 angles de ce qu'on appelle le triangle institutionnel. Donc vraiment l'angle État-membre, l'angle Commission européenne, exécutif, et puis l'angle parlementaire. Donc voilà, mais en plus de ça, c'est quelqu'un de brillant, de très sympathique, très drôle et qui est passionné surtout par le sujet, par l'Europe en général. Et donc c'est un plaisir de travailler avec toi, Thilo. Langsam, Guillaume, nicht zu viele Vorschusslorbeeren. Guillaume ist auch schon sehr erfahren im Europäischen Parlament, hat eine gute Ausbildung zur EU-Politik und ist vor allen Dingen ein Fachmann in Sachen mehrjähriger Finanzrahmen. EU-Haushalt, das haben Sie vielleicht auch schon gelernt, sind die Jahreshaushalte, aber auch der große mehrjährige Rahmen. Und da arbeiten wir zusammen dran. Der Haushaltsausschuss ist ein sehr interessanter im Europäischen Parlament. Der schaut auf die horizontalen Fragen. Deswegen müssen wir ein bisschen Generalisten sein auch. Müssen natürlich das Zahlenwerk kennen und mit den Tabellen und Programmierungen umgehen, aber vor allen Dingen auch die Politiken. Und da ist Guillaume sehr beschlagen. Da können Sie alle schwierigen Fragen an ihn stellen. Die einfachen Fragen sind dann für mich. Wir arbeiten zusammen. Dieses Sekretariat des Haushaltsausschusses im Parlament, das Guillaume genannt hat, besteht aus 20 Leuten. Mindestens 10, 12 verschiedene Länder sind dort vertreten. Also das ist sehr bunt bei uns, genau wie die Politiken. Aber vielleicht können wir jetzt loslegen mit der ersten Slido-Frage und dann mal sehen, ob Sie gleich Lust haben. Bitte, bitte nicht zurückhalten, sondern uns ein bisschen Donc merci Gaëtan de lancer la première question que je vais lire en français. Elle est écrite en anglais, mais quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit quand on vous parle de budget européen? Si tu veux faire la version allemande. Die erste Assoziation, woran denken Sie, wenn Sie das Stichwort EU-Haushalt hören? Donc c'est une question ouverte, pas de choix multiples. Alors ceux qui sont connectés, ceux et celles qui sont connectés, allez-y, dites quel mot vous vient à l'esprit, même si ce sont des mots de la vie de tous les jours, même si ce sont des... Je vois déjà quelques mots agréables, mais ça peut être des mots désagréables aussi, hein. Ça peut être ennuyeux, etc. Donc je dis rien, sinon je vais influencer les résultats, c'est important. Förderprogramme, Absprachen, Répartition. Important. EP, das ist auch interessant. Ouais. Money. Richtig, Money ist natürlich das Stichwort. Gegenseitige Unterstützung. Ja, vielleicht von hier aus können wir es schon mal ein bisschen, haben wir schon mal ein paar Pfeiler eingeschlagen. Die Stichworte, die gehört werden, oft sind ja, das wollten wir auch ein bisschen provozieren, basieren auf zum Teil auch Wahrnehmungen, Vorurteilen, Karikaturen. In den Medien wird es oft sehr oberflächlich dargestellt. Viele von Ihnen werden sich vielleicht erinnern, wie es noch in Großbritannien lief, als der EU-Haushalt sozusagen ein Reizwort war. Aber wir wollen mal ein bisschen unter die Oberfläche gucken heute. Deswegen ist es interessant, wenn es ums Geld geht, Gleichheit, was ich hier an den Stichworten sehe, sind
sehr allgemeine Worte. Und das ist auch richtig. Der EU-Haushalt geht um ganz allgemeine Fragen und Gleichheit, die Fördermittel, die Programme, die Ausgabenprogramme sind natürlich die konstitutiven Elemente des Haushalts, aber alles andere drumherum, Konflikte, Schulden und Solidarität, Ensemble gehören da auch dazu. Also das wollen wir ein bisschen umreißen. Tout à fait. Alors je pense que ça donne vraiment un bon point d'entrée à notre discussion aujourd'hui, parce qu'effectivement ce qu'on va voir avec l'entraide, avec la répartition, le partage, Gleichheit, etc., c'est quelles sont les fonctions du budget européen et d'un budget public en général. Donc ça c'est une des premières choses dont on va sans doute vous parler. Je vois des choses aussi peut-être un peu plus techniques, la dette, les subventions. Donc ça, c'est quand on va un peu rentrer dans le détail et vous dire comment se compose ce budget. Et puis effectivement, conflits, négociations, on voit le Parlement européen, la Commission européenne, voilà. C'est vrai que très souvent, le budget européen est associé à des négociations compliquées, très longues et très conflictuelles, souvent entre États membres et puis entre les États membres d'un côté et le Parlement européen de l'autre. Donc bien vu, ce sont des bons mots-clés qui sont ici. Il y a aussi huge amounts, on va en parler, du volume du budget européen. Donc là, je pense que voilà, on a un bon point de départ. C'est noté. Je ne sais pas si on veut revenir sur les Kameras. Thilo? Ja, das ist, also wie gesagt, das ist schon mal ein guter erster Einstieg. Vielleicht können wir jetzt, das ist nämlich direkt damit verbunden, die zweite Frage einblenden. Which question in Slido, which question or topic would you like to be answered after this session? Voilà, merci pour votre participation à la première question. Donc du coup, essayons de faire aussi bien avec au moins 13 contributions sur la deuxième. De quoi vous voulez qu'on parle? On a déjà évidemment anticipé un petit peu, mais voilà, en particulier si vous avez des questions, des interrogations, des sujets qui vous intéressent plus particulièrement, c'est le moment de les écrire ou de mettre quelques mots-clés également en réponse à cette question. Et peut-être que pendant qu'on répond à cette question, voilà, alors comment l'argent européen est-il utilisé? On va vous en parler. Die Zukunft des Gemeinschaftshaushalts, da werden wir auch drüber sprechen. Les effets des crises sur les relations européennes, j'imagine, entre États membres, entre institutions. Très bien. Et qui décide du budget européen? Ça tombe bien, on a une question Slido également là-dessus un petit peu plus tard. D'où vient l'argent du budget européen, les sources du budget européen? On a un spécialiste Ja, ici. Sie haben sich unsere Notizen schon angeschaut. Das soll dran. Brexit, aha, interessantes Stichwort natürlich. Corona. On prend encore quelques secondes. Kontrolle. Contrôle, très important, ça a été un grand sujet récemment dans le cadre notamment de la négociation du nouveau cadre financier pluriannuel et du plan de relance avec toute la question de l'état de droit. Peut-être qu'on va déjà aller un petit peu plus loin maintenant, commencer à répondre à ces quelques questions. Et l'effet du corona, je ne l'avais pas noté. Très bien, donc ce que peut-être il faut préciser, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que vous êtes familier de votre côté avec la notion de budget public, du budget des États. On voit en tout cas aux questions et aux mots-clés qui sont posés
on a l'impression effectivement que les fondamentaux sont maîtrisés, mais peut-être qu'il est bon de rappeler qu'on parle ici donc de quelque chose, quand on parle du budget européen, on parle de quelque chose qui se rapproche du budget d'un État. Ce n'est pas le budget d'une organisation internationale classique, ce n'est pas le budget des Nations Unies, par exemple, un budget qui sert simplement à faire fonctionner une grande machine. Non, c'est un budget qui finance des politiques. Et c'est une des fonctions d'un budget public. Si les États ont des budgets, c'est pour financer de la protection sociale, pour financer le soutien à l'emploi, c'est pour financer des services publics, par exemple l'éducation, la police, la justice, etc. Et puis c'est pour investir, financer de l'infrastructure, soutenir les entreprises, développer certains secteurs, etc. Et je crois, je ne veux pas anticiper sur les questions qui viendront un petit peu plus tard, mais c'est effectivement la nature du budget européen. Elle n'est pas, contrairement à la plupart des budgets nationaux, elle n'est pas de financer la sécurité sociale. Il n'y a pas de sécurité sociale au niveau européen. Il y a des règles communes, des règles de reconnaissance mutuelle, parfois d'harmonisation. Mais enfin, voilà, ce n'est pas un service public européen, ce sont des domaines qui restent essentiellement nationaux ou régionaux, fédérés, en fonction évidemment de la nature de l'État en question, qu'on soit en France ou en Allemagne, évidemment, ce n'est pas la même chose. Donc ça, ce n'est pas le budget européen. Quelque chose qui n'est pas non plus le budget européen, donc j'ai parlé de la sécurité sociale, ce ne sont pas non plus des services publics, donc il n'y a pas de système d'éducation, il n'y a pas de police européenne, il n'y a pas de justice européenne. Donc finalement, j'ai mentionné 3 grands axes, c'est le 3e axe, l'axe investissement, qui est le plus important dans le budget européen. Alors bien sûr, le budget européen finance l'administration européenne, nos bâtiments ici, mais l'essentiel, je le disais, c'est de financer des politiques européennes et d'investir dans ces politiques européennes. Donc par le biais de subventions, ça a été un des mots-clés qui a été prononcé tout à l'heure, par le biais de subventions dans différents domaines. Essentiellement des subventions, parfois aussi ce qu'on appelle des prêts ou des garanties, c'est-à-dire que c'est de l'argent qui est prêté par exemple à des entreprises ou à des intermédiaires financiers pour soutenir certains secteurs et qui sont ensuite remboursés au budget européen. Donc voilà, c'est vraiment, on le dit souvent, le budget européen, c'est un budget d'investissement. Peut-être tu veux prendre le relais. Ja, das ist ganz wichtig zu unterscheiden, welche Funktion und welche Rolle hat der EU-Haushalt im Gesamtbild der öffentlichen Finanzen. Man kann ihn oft kritisieren, aber oft wird der EU-Haushalt ein bisschen aus den falschen Gründen kritisiert. Und man darf vor allen Dingen dann nicht vergessen, dass er ganz bestimmte Funktionen hat, die sich einbetten. Das haben Sie bestimmt schon mal gelernt im Unterricht, das schöne Wort Subsidiarität. Dass es in dieser Pyramide der Zuständigkeiten verschiedene Politiken auch eine Logik gibt, nicht alle Ausgaben und nicht alle Zuständigkeiten an die EU weiterzugeben, sondern die EU vor allen Dingen dort wirken zu lassen und entsprechend den EU-Haushalt dort einzusetzen, wo es am kostengünstigsten, am effektivsten ist, wo man einen sogenannten europäischen Mehrwert erzielt. Und das ist aber ganz interessant und sehr umstritten. Wo ist das eigentlich, in welchen Bereichen? Sozialhilfe zum Beispiel, Armutsbekämpfung ist ganz wichtig, aber das ist normalerweise ein Bereich, wo eher die Kommunen und Gemeinden eingreifen. Und dann gibt es andere Bereiche, Naturschutz oder Infrastruktur, wo auf den mehreren Ebenen die verschiedenen Politikebenen und die verschiedenen Haushalte ineinandergreifen und sich ergänzen. Und das wollen wir vielleicht auch heute ein bisschen herausarbeiten, in welchen Bereichen kann die EU am besten und am kostengünstigsten vom Standpunkt des Steuerzahlers auch eingreifen und wirken. Das ist eine tägliche Frage, die uns beschäftigt. Man muss Prioritäten setzen. Wir kommen gleich zur interessanten nächsten Frage zum Umfang. Das ist vielleicht ein guter Ausgangspunkt. Und noch ganz kurz weil das Stichwort auch gefallen ist in den Fragen, Krisenbewältigung. Der EU-Haushalt und von der EU wird erwartet, dass sie in Krisen eingreift und hilft
Denn die Krisen sind auch oft national kaum zu bewältigen oder man muss zusammenarbeiten. Corona oder Klimathematik, weltweite Konflikte. Sie haben bestimmt ein ganzes Panorama, wir können auf einzelne noch eingehen. Aber der EU-Haushalt mit seinen Spezifika, dass er auf Investitionen ausgerichtet ist, dass er programmierbar ist, dass er in einen 7-jährigen Finanzrahmen eingebettet ist, dass seine Ausgabenprogramme in Schubladen für 7 Jahre festgelegt werden, ist ein Vorteil, aber ist auch ein bisschen sein Handicap. Er ist eigentlich in der Krisenbewältigung, er ist nicht dafür ausgestattet und auch nie dafür erfunden worden, Krisen zu beseitigen. Zum Beispiel jetzt, wenn man in einer großen Rezession ist, auf nationaler Ebene können Konjunkturprogramme geschnürt werden, es können Relief-Programs, man sieht es in den USA klassischerweise, aber auch in Frankreich, Deutschland, kann der Staat eingreifen, auch sich verschulden. Für diese Krisenbewältigung ist der EU-Haushalt relativ ungeeignet. Es gibt einige Förderprogramme, das sind allerdings dann keine Programme, sondern Hilfstöpfe, die mobilisiert werden können, wenn wir ein Erdbeben haben in einem europäischen Land oder einen akuten Hilfsbedarf auch in Drittländern. Da können wir punktuell eingreifen mit dem EU-Haushalt, aber zu einer richtig großen antizyklischen Konjunkturreaktion ist der EU-Haushalt bisher nicht in der Lage gewesen. Wir kommen noch darauf zu sprechen, dass mit Next Generation EU dass sich jetzt etwas Neues ergibt. Aber vielleicht als Einstieg die nächste Slido-Frage, denn das hängt damit zusammen und das wurde auch gefragt, Umfang. Wie groß ist der EU-Haushalt eigentlich? Huge amounts stand bei den Stichworten am Anfang. How big do you think the EU budget is? Und das ist eine Multiple-Choice-Frage hier, Guillaume. Exactement. Donc, quelle est la taille du budget européen? On a mélangé ici des tailles absolues, des tailles relatives, des comparaisons avec d'autres types de dépenses publiques. Voilà. Est-ce que le budget européen, c'est environ 160 milliards d'euros par an? Est-ce que c'est plus ou moins l'équivalent de 1,2% du revenu national brut? Donc le revenu national brut, c'est la richesse produite, générée, les ressources générées par un pays dans une année donnée. Et très souvent, on parle du budget européen en pourcentage de ce GNI, de ce revenu national brut, qui est un peu l'équivalent du produit intérieur brut. Est-ce que c'est équivalent à la moitié du budget fédéral allemand? Est-ce que c'est plus ou moins de la taille de la dette publique française? Est-ce que c'est un petit 30e du plan de relance du président américain Biden? Voilà les questions et les choix qui vous sont proposés. On vous laisse encore quelques secondes pour répondre ou ajuster vos réponses. Ja, die meisten merken schon, dass es ein bisschen eine Fangfrage ist hier. Und vielleicht können wir es dann auch gleich auflösen. Huge amounts, alles was mehr als 9, 10, 11 Nullen hinten dran hat, ist schwer einzuschätzen für den einzelnen Steuerzahler, Verbraucher, Bürger. Umso wichtiger ist es, ein bisschen in Perspektive zu setzen. Deswegen haben wir hier mehrere Bezugsgrößen gegeben, Referenzen, Vergleichswerte. Und an sich, die meisten von Ihnen haben es schon richtig gesagt. Die Antwort ist all of the above. Es sind verschiedene Möglichkeiten, um einen Betrag von 160 Milliarden Euro pro Jahr zu umschreiben. Das entspricht in etwa 1,2% von dem Bruttonationaleinkommen, also quasi nur ein Hundertstel von unserer gesamten EU-Wohlfahrt, von den Werten, die wir erwirtschaften gemeinsam mit 450 Millionen Menschen. An sich etwas Kleines. Die Staatsquote
Im Durchschnitt in den EU-Ländern liegt bei zwischen 45 und 50%. Das heißt, alles, was in den nationalen Haushalten, Ländern, Gemeinden und Sozial- und Krankenkassen zusammen an öffentlichen Ausgaben und eben auch an Einnahmen zusammenfällt. Die andere Hälfte sind dann wirklich nur die privaten Einkünfte und Ausgaben. Und davon wiederum nur ein ganz kleiner Teil für den EU-Haushalt. Das ist quasi wir vergleichen es manchmal mit einem Eisberg, das ist die Spitze des Eisbergs über der Wasseroberfläche an den öffentlichen Finanzen, die der EU zur Verfügung stehen. Es ist also einerseits viel, andererseits vergleichsweise wenig, je nachdem. Und umso wichtiger, dass wir die richtigen Sachen damit machen. Ab und zu, wenn wir es mit den USA vergleichen, da könnte man sofort Minderwertigkeitskomplexe bekommen. Aber unter den supranationalen, nicht nationalen Haushalten ist der EU-Haushalt natürlich der Goldstandard in der Welt. Dieser Betrag, 160 Milliarden, das ist ein Vielfaches dessen, was die UNO in New York zur Verfügung hat für alle ihre Organe. Und zwischen 200 und 300 Mal so viel, wie die Afrikanische Union sich selbst zur Verfügung stellt. Also in anderen Worten, je nach Blickwinkel ist es viel und wenig. Auf jeden Fall müssen wir damit sorgsam umgehen. Haushaltsdisziplin ist eine Frage, aber natürlich auch die richtige Zielrichtung geben. Oui, tout à fait. Donc c'est un budget qui est relativement petit si on s'attend à un budget de type fédéral. Mais voilà, on se rend compte que l'Union européenne n'est pas une union fédérale si on compare ça, notamment au poids du budget fédéral, par exemple américain. Je pense que si on parlait du budget américain, on ne serait pas à 1% du PIB ou du RNB, mais on serait à quelque chose comme une vingtaine de pourcents. Donc quelque chose de beaucoup plus important, malgré le poids aux États-Unis, malgré la force des États fédérés. Donc on en est loin, si vous voulez. Si on devait évaluer le degré d'intégration de l'Union européenne au poids de son budget, on serait très très loin d'un État fédéral. Et en même temps, comme je l'ai dit, je tiens à le préciser, je vais vous dire pourquoi, ce n'est pas juste le budget de fonctionnement d'une organisation internationale, d'une agence des Nations Unies, etc. Et c'est important de le dire parce que parfois on entend, notamment dans certains pays qui sont plutôt sceptiques sur leur contribution au budget européen, parce qu'ils pensent qu'ils y contribuent trop, on entend parler de fee. On entend parler de entry fee, donc de ticket d'entrée, le prix du billet pour faire partie du club européen. Mais non, ce n'est pas un ticket de participation. C'est quand un État membre contribue au budget européen, puisque c'est une des sources, et on y reviendra plus tard, une des sources du budget européen, il ne le fait pas pour avoir le droit de s'asseoir autour de la table des négociations. Non, il le fait pour financer des politiques. Alors donc ça, c'est quand même important de le préciser. Et c'est pas pour dire, si on dit cela évidemment avec Thilo, c'est pas pour dire que ce budget est tout petit et n'est pas important. Au contraire, ça représente quand même beaucoup d'argent. Et donc la question qui a été posée un petit peu plus tôt sur le contrôle du budget européen sera évidemment très très importante, d'autant plus en fait lorsque le budget est relativement petit, puisqu'il faut s'assurer que ces grands montants, mais relativement petits par rapport à d'autres budgets, eh bien, sont utilisés de la manière la plus efficace possible. Et on se rend bien compte que c'est parfois difficile de communiquer sur le budget européen, et on l'a vu notamment en Grande-Bretagne. On a vu que c'était un grand sujet de mobilisation pour les eurosceptiques. Historiquement, depuis Margaret Thatcher dans les années 80, qui a eu cette phrase célèbre « I want my money back ». Et jusqu'à ces dernières années, évidemment, le référendum qui a provoqué le Brexit avec ces bus rouges de Boris Johnson qui clamait que voilà, la contribution au budget européen, c'était, alors je ne me rappelle plus exactement de combien de livres, de pounds par jour ou par semaine, et qui promettait que cette contribution serait immédiatement destinée au NHS, à la sécurité sociale britannique, une fois que le Royaume-Uni serait dehors. Donc ça montre bien toute la cristallisation. Et donc, toujours sur cette question de la taille, là je vais faire une petite parenthèse, effectivement ça avait l'air gros, important, ça avait l'air important, ça avait l'air d'être de gros montants si on écoutait les pro-Brexit à l'époque, mais on se rend compte finalement que le choc économique qu'a connu le Royaume-Uni depuis l'an dernier à cause du Brexit a déjà annulé plusieurs fois
a coûté plusieurs fois ce qui était auparavant la contribution du Royaume-Uni au budget européen. Évidemment, tout cela s'évaluera dans le long terme, mais voilà, tout cela pour dire que ce n'est pas non plus un pot magique, il suffirait d'enlever sa contribution et d'un seul coup, un État membre retrouverait des marges de manœuvre fantastiques. Donc, sur ce problème de la communication, vous en avez peut-être déjà traité au cours de votre programme. Il y a 3 ans, la Commission européenne a eu l'idée de dire, pour montrer que le budget européen était de petite taille, a eu l'idée d'utiliser une comparaison très concrète. Et donc là, c'est la prochaine question, Slido. Quand la Commission européenne a décidé de communiquer en 2018 sur la taille relativement petite du budget européen, à quoi est-ce que la Commission européenne a décidé de comparer le budget? Est-ce que c'était un café par jour? Est-ce que c'était un Big Mac par jour? Ou est-ce que c'était un abonnement Netflix par mois? On vous laisse répondre à ces questions. Je vois que ça commence. Denn während die Brexit-Kampagne in Großbritannien die Beiträge zum EU-Haushalt aus Sicht Großbritanniens als riesengroß darstellte und natürlich auch die Verschwendung und übertreiben wollte, war sozusagen die gegenübergestellte Idee der Kommission, wir müssen eigentlich darstellen, das ist gar nicht so wild. Was wir vorhin gesagt haben, die relativ bescheidene Rolle des EU-Haushalts in den gesamten europäischen Finanzen ist überschaubar. Und wenn man das runterrechnet auf die 450 oder damals noch fast 500 Millionen Menschen pro Tag, dann könnte man das vergleichen mit. Und hier, wir sehen, fast alle haben die Tasse Kaffee noch im Kopf. Es hat nicht so gut gegriffen in England. Das stimmt natürlich, a cup of coffee per day. Vielleicht hätte man Cup of Tea sagen sollen für Großbritannien. C'est vrai. Ja. Aber es ist auch fraglich, ist das eigentlich, und das hat natürlich für das Referendum im Endeffekt nicht den Ausschlag gegeben. C'était un peu après le référendum. Ja. C'était en 2018, mais... Aber die Frage ist, war das eigentlich der richtige Ansatz? Voilà, là peut-être je te pose la question, Thilo, plus concrètement, parce que tu